Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir Philippe David, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, Cécile, et vous terminez avec le micro ouvert, c'est mieux. Ça va pas si bien que ça, on dirait. Ça va moins bien marcher, vous savez, dans le corneau, là, avec la deux chevaux qui se fait percuter par la route. Bien maintenant. Oui, ça va marcher beaucoup moins bien maintenant. Voilà, et qu'est-ce que je vais devenir? Un piéton. Dis donc, ce serait pas mes chaussures. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. Comme chaque jour, de vous retrouver est un plaisir. On est quand même à la veille d'une mobilisation demain. Oui, veille de mobilisation, puisque demain, l'intersyndicale appelle à manifester, et vu la manière dont ça s'est passé aujourd'hui à Matignon, on peut se douter que ça va probablement un peu ruer dans les brancards. Il pourrait y avoir du monde dans les rues. En attendant, Emmanuel Macron est en Chine et on va en parler bien entendu tout au long de cette émission. On vous souhaite la bienvenue. Allez, au sommaire de cette émission, la rencontre Elisabeth Borne et les syndicats. Était-ce l'opération de la dernière chance? Un échec sans surprise, c'est le résumé de la courte réunion entre les représentants syndicaux et Elisabeth Borne qui ont quitté Matignon en dénonçant la décision grave de ne pas retirer l'âge de départ à la retraite. L'intersyndicale estime que le Conseil constitutionnel est le seul maintenant à pouvoir apaiser le pays en censurant la loi, Philippe. En effet, Cécile, de son côté, le gouvernement salue, je cite, les échanges respectueux qui ont eu lieu ce matin. Il n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Difficile quand on sait que l'intersyndicale a annoncé ne pas se pencher sur de nouveaux dossiers tant que la réforme des retraites n'aura pas été retirée. Alors, est-ce que vous pensez que la rencontre de ce matin, c'était un marché de dupes? Est-ce que vous pensez que le lien est coupé entre l'intersyndicale et le gouvernement? Ou est-ce que vous pensez que, le Conseil constitutionnel va dire oui et la loi va rentrer en vigueur? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et peut-être qu'il y aurait un petit peu d'espoir, puisque cette rencontre, Elisabeth Borne, syndicat, était-ce l'opération de la dernière chance? Vous dites oui à 58%. Ça, c'est un score très modéré pour les auditeurs de Sud Radio. Absolument. Et Marine Le Pen peut-elle arriver un jour à l'Elysée? C'est la question qu'on vous pose pour 18h30. Le coup de projecteur des vraies voix, selon le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro Magazine. Marine Le Pen aurait toutes ses chances de remporter les prochaines présidentielles, quelle que soit l'hypothèse du candidat de la majorité. Depuis 2022, la candidate du Rassemblement national a bondi dans les intentions de vote. Aujourd'hui, 31% des Français seraient prêts à voter pour elle au premier tour en 2027. Oui, Cécile, et même 36% si jamais le candidat de la majorité était le patron du Modem, François Bayrou. Du côté de la majorité, toujours Édouard Philippe remporterait 26% des voix si la gauche était dispersée et 28% si la NUPES présentait un candidat unique en la personne de Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que pour vous, le plafond de verre peut se briser et Marine Le Pen arriver à l'Elysée? Pour vous, est-ce que le nom Le Pen l'empêchera définitivement d'arriver à l'Elysée? Dans tous les cas de figure, encore et toujours un seul numéro, toujours le même, le 0826 300 300. Et puis, pour son arrivée à l'Elysée, et vous estimez que c'est oui à 63%. On a envie de vous entendre. Et bien entendu, vous pouvez nous appeler tout au long de cette émission jusqu'à 19h. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous. Cécile, bonsoir Philippe. Je voulais vous féliciter parce que vous dites que c'est un plaisir de nous voir. Oui. Et à 19h, vous le dites encore. Bah oui. Donc oui, mais c'est adorable. Ah bah oui, c'est appelé. Parce que je vais finir par penser que vous ne dites pas toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. C'est bien mon problème, c'est que je dis toujours la vérité. Mal parfois, mais je l'ai dit, ça c'est sûr. En tout Sud cas, Radio, parlons vrai. Oui. Voilà, mais je fais attention. Et peut-être Philippe se sent pas suffisamment aimable pour pouvoir être aimé autant. Tu as raison. Peut-être que c'est ça finalement. C'est beau ce que très vous dites. profond ce que vous venez de dire là. C'est très joli. Oui, mais je je suis ne assez sais pas profond, si ça pourra faire le sujet central. Non, peut-être Vous pas. êtes dans les vraies voix de la philo. Pourtant, je serais plus à l'aise là-dessus que dans certains. Non, ils sont très bons, les thèmes là. Vous en êtes bien occupés, ma chère Cécile. Vous ne vous avez pas collé le taux de la Banque de France. Ça ne m'existe plus. C'est le taux de la BCE depuis 2002, cher ami. Et Bientôt, si vous allez nous parler du taux de la piastre et de la pistole. Philippe David. Et Philippe Bilger il a le droit de dire ce qu'il veut quand même. Oui, mais il a moi le droit aussi. de dire c'est le taux de la Banque de France. Mais il corrige mes erreurs, c'est normal. Oui, ma chère mais Cécile. on est obligés tous de les corriger parce qu'il y en a parfois un certain nombre, mais ça dépend des émissions. Mais je pense Ça vient que beaucoup de Tom nous, hein. a pris le style de l'émission, mais mon Dieu, il pourrait diversifier ses hostilités. C'est vrai. Mais c'est le fait d'être en face. Il faut que j'ai quelqu'un en face. Moi, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune et j'aimais bien avoir un adversaire à défoncer juste en face. Joseph est adorable. En tout respect, Non, mais en tout respect, bien ça sûr. a sans doute rien à voir, mais n'oublions pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En tout cas, les voix que vous
entendez, celle que vous venez d'entendre, c'est Joseph Touvenel. Bonsoir Joseph, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social. Et Tom Conan est avec nous, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir, c'est quoi cette voix? Bonsoir. C'est une voix de circonstance. Il fait beau dehors, on a hâte de danser dehors en bonne compagnie. Oui. Dis donc, il y a un appel. Danser carrément. Peut-être. Là, il y a de l'appel là. Ah oui, là je lance une perche à quiconque. Hein. Ouais. Philippe Bilger est partant. Non, Ils vous regardent de manière je sens que ça va être Cécile ou Joseph. Bon, ça peut être les deux. Hein. Ouais, Tout le monde a ses chances. Moi, je suis squeezé. Ça s'appelle le sandwich. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup les cadeaux. Hein. Ouais. Ah oui. Voilà. Dit-il en faisant un clin d'œil à Philippe Bilger. Oui, non, mais le cadeau, c'est Philippe David. Déjà en soi, il n'a pas besoin d'en rajouter. Ouais. J'aurais pas dit ça, mais si vous le dites. Un peu radin tout ça, mais. Philippe, on vous croit. En tout cas, bienvenue et on est ravis de vous retrouver. Effectivement, allez tout de suite, notre auditeur Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et Sébastien qui nous appelle de Coudou, dans les Bouches-du-Rhône. C'est joli. Exactement. Coudou. Ah oui, c'est très joli. Et c'est juste à côté d'Aix-en-Provence, superbe ville. Tout à fait. Eh oui, c'est un très très beau village à côté d'une très belle ville. Ah ben voilà. Et en tout cas, on serait ravis de vous nous inviter chez vous, qu'on visite ce beau village. C'est quoi? C'est une commune? C'est quoi? C'est combien d'habitants? C'est une petite commune, oui, de 3500 habitants. Ah d'accord. Donc on connaît tout le monde, c'est ça. Sébastien, voilà, on se connaît tous. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis cadre dans l'industrie aéronautique, en fait. Ah, alors ça. Je crains des monologues de Philippe David. Oui, c'est terrible. Non, j'ai une idée d'où il peut travailler. Oui, mais bon, il n'y en a pas 36. Oui, c'est ça, on est d'accord. Non. Vous avez deviné. On ne dira rien. C'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est alors? Non, on le dit pas à l'antenne. Non, on ne dit pas à l'antenne. On dit pas à l'antenne. Vous restez avec nous. Vous êtes l'une de notre vraie voix du jour. Donc vous êtes érudit et vous allez les battre sans aucun problème au quiz. J'espère. Le challenge de ouf. Allez, tout de suite, la chanson du jour. Pharrell Williams qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Le demi-siècle, c'est bon. Moi je lui donnais pas 50 ans, je lui donnais 40. Mais Pharrell Williams, c'est incroyable. Si vous avez déjà remarqué, bon déjà c'est quand même quelqu'un de très talentueux qui a pris quand même les rênes de maintenant la collection mode de Vuitton. Donc c'est quand même pas rien. Après le décès de Virgil Abloh. Et effectivement, physiquement, moi je me suis assez fasciné. Il ne change pas. Ah mais c'est dingue. On regarde l'évolution sur 10-20 ans. Il a le même visage. Il est toujours aussi frais. Quelqu'un a son numéro fringant. pour connaître son chirurgien, ça m'arrange. En fait, j'ai son Instagram, mais il ne répond pas. Ah bah c'est fou. Vous avez tenté de le contacter, vous? Non, mais je pense qu'il ne répondrait pas. Même si vous lui proposez de danser avec vous. Ouais, ce serait trop insistant. Voilà. Allez, on sait jamais. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre ceux qui éprouvent un malin plaisir en politique face au pire, par pessimisme foncier ou par idéologie, ceux qui jouent la politique du pire en clair. Oui, c'est fou. Je suis un peu inquiet pour ma pensée maintenant que vous l'avez résumé, mon cher Philippe. Non, c'était une citation de François Mitterrand, mais c'est pas grave. Mais maintenant, vous abritez derrière François Mitterrand. Mais quelle vanité, Non, mais sérieusement, en effet. Et dans ce réquisitoire, je m'incrimine moi-même. Je sens parfois chez certains citoyens, Tom, Joseph et nos deux animateurs brillants, le fait que l'intérêt de la France, et encore une fois, je suis comme ça, je le crains beaucoup, passe parfois au second plan, devant la détestation personnelle du président, tout ce qui lui advient, qui n'est pas bon, crée presque une sorte de satisfaction vulgaire, quoi. Je veux dire, tout ce qui, aujourd'hui, va battre en brèche l'image qu'Emmanuel Macron a de lui-même et les succès qu'il prétend avoir, ça fait plaisir à des gens et je trouve que c'est vulgaire d'être un peu comme ça et j'aimerais ne jamais plus tomber là-dedans, c'est-à-dire me réjouir de ce qui bat en brèche la réputation d'Emmanuel Macron, être plus mesuré, plus équilibré, par exemple considérer, pour prendre une métaphore médiatique, qu'il peut arriver à Philippe David de dire des bilvesées, mais
c'est pas pour ça qu'il faut l'engloutir complètement dans un opprobre scandaleux. Oui, c'est-à-dire qu'on peut détester la personne de Philippe David, mais on respecte la fonction. On sépare l'homme de l'artiste. Exactement. Joyeux anniversaire, Philippe. En effet, c'est la politique du pire. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire qui fait passer la détestation de la personne avant l'appréciation autant que possible objective de la politique. C'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que la haine, c'est un sentiment assez détestable. Il faut haïr la haine, on pourrait dire d'une certaine façon. Et je pense que même Macron ne mérite pas une telle haine, quelles que soient ses décisions. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est dans une société, je le dis souvent, mais de l'hypermédiatisation, de l'hypercommunication. Donc les politiques sont beaucoup jugés à l'aune de ça. Et c'est vrai que sur le plan de la communication, indépendamment du fond des décisions de Macron, il a quand même quelque chose effectivement d'un peu irritant. On l'a bien vu récemment dans l'interview qu'il a donnée il y a quelques semaines au sujet des retraites. C'est quelqu'un qui ne concède rien, qui est obstiné. Alors on peut trouver ça bien pour un président, quelqu'un qui justement ne renonce pas à ses idéaux, mais à un moment donné, c'est pas un homme de compromis. Donc de la même manière, les commentateurs ne sont pas dans le compromis et parfois sont dans une détestation un peu excessive, effectivement. C'est œil pour œil, dent pour dent. En fait, c'est pas nouveau, mais avant il y avait des libelles qui n'étaient pas spécialement gentils contre le pouvoir, et même les rois, ils avaient les fous du roi. Eh bien, en République, ils sont tellement dans leur importance qu'ils n'ont même pas les fous de la République. Ça leur ferait du bien d'avoir à leur côté des gens qui leur disent à l'oreille, qui les moquent un peu, des petits pois sauteurs comme dans Pif le chien. Enfin, quand on voit comment réagit Emmanuel Macron, sans avoir de haine, on peut se réjouir de temps en temps quand il revient sur Terre. Oui, mais Joseph, si je peux vous contredire un tout petit peu... Non, c'est pas possible. Non, mais je dirais, au fil du temps et des régimes, il me semble qu'on est passé d'une détestation parfois relative de ceux qui nous dirigeaient à une détestation presque absolue. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. Ça date pas d'hier. Je trouve que Sarkozy avait un peu déjà lancé cette mode, si j'ose dire. C'est vrai. Un bon vrai sujet intéressant. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Une petite pause. Félix Mathieu sera avec nous dans quelques instants avec les 3 mots de l'actu. Et puis, ce sera le grand débat du jour. Ce grand débat, il est sur est-ce que c'était finalement l'opération de la dernière chance, cette réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats? Est-ce que vous attendez le Conseil constitutionnel comme beaucoup? En tout cas, pour l'instant, vous dites l'opération de la dernière chance. Oui, 56%. Donc, c'est assez modéré. 0826 300 300. Venez nous le dire. On vous accueille avec plaisir jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pendant la pub, on était en train d'organiser nos petites soirées. On va faire des soirées nocturnes avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et avec Joseph Tounel. Est-ce que je peux préciser, comme j'invite toutes les personnes gay-friendly à venir aux soirées gay le week-end avec moi. Ah oui, avec plaisir. Pour ceux qui... je sélectionne quand même un minimum, il ne faut pas être trop chiant, être un peu ouvert d'esprit, mais sinon... j'annule Philippe David, Cécile de Ménibus. Donc vous servez des vraies voix pour draguer. Pour draguer, mais moi je pense qu'il faut ouvrir le monde gay aux personnes qui ne le sont pas nécessairement. Voilà. Il est pas mal ouvert déjà. Puisque nous sommes dans la semaine sainte, moi j'invite tous ceux qui veulent à aller samedi soir préparer la journée de Pâques. Tout le monde est bienvenu. On peut faire les deux. On peut aller en soirée gay juste après. J'adore les œufs aussi. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont désaccord, paix et pétition. La première ministre et les syndicats se sont rencontrés pour acter leur désaccord sur les retraites avant de se quitter. La nouvelle patronne de la CGT dénonce un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. La Chine peut jouer un rôle majeur pour trouver un plan de paix en Ukraine. Déclaration d'Emmanuel Macron à Pékin. Et puis la pétition pour dissoudre la Brave M, retoquée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. 55 minutes, douche comprise, aurait dit Jacques Chirac. Ce matin, l'intersyndicale s'est rendue à Matignon pour rencontrer Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt. Les syndicats avaient averti, pas question de discuter d'autre chose si les 64 ans restent non négociables. Le gouvernement sans tête ont dénoncé à la sortie Sophie Binet de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé,
obtus et déconnectés. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. La responsabilité du Conseil constitutionnel, c'est d'entendre aujourd'hui que notre démocratie a besoin d'apaisement. L'apaisement, ce serait que ce texte ne s'applique pas. Et chose rare, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a emboîté le pas des leaders syndicaux dans la cour de Matignon, au micro posé dans cette cour. Elisabeth Borne venue donner à son tour sa grille de lecture de la situation. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. On reparle de tout ça dans quelques minutes avec le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, qui faisait partie de la délégation ce matin à Matignon pour la 11e journée de mobilisation demain. En tout cas, la SNCF prévoit un trafic un peu moins perturbé que les dernières fois. 3 TGV sur 4 en circulation, un TER sur 2, mais seulement un quart des intercités. On va effectivement en parler dans quelques instants. Si vous voulez dire juste un petit mot, peut-être, Philippe. Juste un petit mot, si j'y arrive. Cécile, il est très intéressant de voir à quel point Laurent Berger est dans le collimateur. J'essaierai de l'expliquer tout à l'heure. Et comme ça n'est plus Philippe Martinez qui parle, c'est sa remplaçante et elle est dure. Oui, elle est dure. Elle est presque plus dure que lui. Joseph Stouvenel. Ça, on verra à l'usage, mais elle n'est pas seule. Le rapport de force au sein de la CGT, on va voir ce qu'il est. Regardez bien qui est le numéro 2 de la CGT. C'est quelqu'un qui a un cheminot, le responsable de CGT cheminot, qui ne sont pas les plus modérés. Et dans son bureau, il a le buste de Lénine, ce qui est quand même un peu significatif. Ça veut tout dire. Voilà. Mais c'est vrai que, comme a dit Félix, c'est un peu radicalité contre radicalité, dans le sens où, en effet, ils accusent le gouvernement d'être radical, d'être jusqu'au boutiste, ce qui est assez vrai d'un certain point de vue, obtus en tout cas, c'est sûr. Mais après, côté manifestant, il peut y avoir aussi des radicaux, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs. Mais donc, le propre quand même de ce genre de confrontation, c'est que c'est irréconciliable. La radicalité qui rencontre son même, ça ne donne rien. Dit par l'auteur d'un livre appelé Radical. Voilà. C'est une manière en fait assez subtile de faire une publicité. Mensongère. Merci. Vous enverrez la facture à la régie publicitaire de Sud-Radio. C'est ça. Allez, direction Pékin où est arrivé le chef de l'État Emmanuel Macron. Le président venu renouer avec la Chine. Objectif, entretenir le dialogue sur l'Ukraine et éviter que le géant asiatique ne bascule dans le camp de la guerre. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix. Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix. Nous l'avons salué. Est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité? Non. Néanmoins, il a un intérêt, il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit. Et, je l'espère, de pouvoir participer à des initiatives utiles à la population ukrainienne. Intense journée de discussion au programme, en tout cas demain pour Emmanuel Macron. Il doit discuter avec le président chinois Xi Jinping, discussion auquel la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera en partie associée. Et Philippe Bilger, il veut être de toutes les décisions, de toutes les paix, les plans de paix, il veut être partout. Hein. Oui, mais je comprends qu'il compte sur la puissance chinoise pour tenter d'influencer un petit peu. Et vous aurez noté qu'il a répondu à Laurent Berger de là-bas. Sur l'absence de crise démocratique en France, puisque Laurent Berger l'a mise en avant. C'est vrai, absolument. Mais c'est que ce qui se passe actuellement est quand même assez inquiétant. Il y a le secrétaire général de l'OTAN, notamment, qui s'est inquiété de la certaine complaisance qu'avait actuellement la Chine vis-à-vis de la Russie et de l'invasion en Ukraine. Donc honnêtement, il se joue quand même quelque chose de très sérieux en ce moment avec ce qu'essaye de faire Macron dans le sens du camp occidental. Si on arrive à la paix, tant mieux, mais en fait, ça dépasse largement l'Ukraine. Vous avez vu que maintenant les Chinois, très intelligemment, sont en train d'essayer d'écarter le dollar, qu'un certain nombre de pays... Ils l'écartent déjà dans certains échanges, alors que les Saoudiens, maintenant, ils le payent en yuan. Et donc là, il y a un bras de fer qui va se faire. On sait tous que le dollar, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, s'ils avaient été peut-être plus modérés, d'autres pays n'auraient pas basculé du côté chinois. Rappelez-vous les amendes prises par notamment la BNP Paribas, uniquement parce qu'ils n'avaient pas respecté... une société française faisant des contrats avec des sociétés non américaines, se faisant prendre des amendes considérables, c'est des centaines de millions de dollars d'amendes,
parce que les États-Unis ont décidé que c'était pas bien. Aujourd'hui, ils vont en payer les conséquences. De ce sujet sur le dollar. Après, la Chine a aussi des énormes réserves de dollars qu'ils ont aussi racheté ces dernières années. Donc, malgré tout, la stabilité de la monnaie américaine est encore quand même assurée pour l'instant. Allez, on termine par cette pétition retoquée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Oui, pétition pour réclamer la dissolution de la Brave M. Elle a été signée par près de 264 000 personnes. Pour le premier avis, approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Brave M? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Les députés du camp présidentiel, mais aussi de la droite et du RN, se sont opposés à ce que le contenu de cette pétition fasse l'objet d'un débat en séance publique. Malgré l'insistance des députés de gauche, la pétition demandait la dissolution de cette brigade de binômes de policiers en moto, estimant que son action participe, je cite la pétition, participe de l'augmentation des tensions, y compris à l'encontre des forces de l'ordre. Le texte comparait notamment ces braves M aux brigades de voltigeurs dissoutes dans les années 80 après la mort de Malik Oussekine. Un texte qui visait à décrédibiliser les forces de l'ordre, ont donc retenu les députés en le rejetant. On s'y attendait, Philippe Bilger. Bon, il y a parfois de bonnes nouvelles, tout de même, il faut l'admettre. Même dans le domaine du régalien, là, il y a des gens qui ont encore du bon sens. Comparer la Brave M aux voltigeurs, c'est une absurdité. Absolument. Ouais, après honnêtement, effectivement, la montée en puissance quand même de certaines tensions pourrait quand même pousser le gouvernement à justement inciter à au moins écouter ce genre de revendications. Il y a quand même quelque chose d'insistant quand même dans tout ça. Évidemment, c'est symbolique et ça n'aurait pas forcément changé le fond du problème, mais la tension quand même extrême qui existe dans certains coins du pays sur certaines questions, je pense, incite quand même à une certaine bienveillance mais sur ce genre de revendications. Ça n'est pas les Braves M qui a créé la tension. Joseph. Non, mais ils sont surtout très efficaces parce qu'ils se déplacent très rapidement et très facilement. C'est l'intérêt. C'est pas eux qui incendient, qui attaquent. Moi, je fais les manifestations quand je peux les faire. La dernière, quand je vois une supérette Leclerc qui est dévalisée et dévastée, il faut que les forces de police arrivent rapidement, ne serait-ce que pour protéger les commerçants et pour protéger les manifestants pacifiques. Mais voilà. C'est un outil. Mais les violences policières sont quand même légion. Très minoritaires. Elles existent, je suis désolé, mais elles existent. Elles sont quand même documentées. Non, c'est pas les violences policières, c'est certains policiers qui sont... Il y a des violences policières. Il y a des violences policières. Et il y a énormément de violence de la part des casseurs contre les policiers. Allez, vous restez avec nous. Vous êtes dans la peau de Françoise de Gois. Oui, c'est ça. Je la remplace. Non, je vous ai interdit. Mais vous le faites très bien. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cet échec, ce que disent les syndicats qui ont quitté Matignon en dénonçant une décision grave d'Elisabeth Borne de ne pas retirer ce texte. On en parle dans quelques instants. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. J'adore quand vous faites ça. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ce soir dans les vraies voix, nous avons la joie et la bonne humeur et le talent et le cerveau. Et la précision, l'exactitude. Vous parlez pour qui? pour les autres. Le génie et la beauté. Voilà, allez-y. Ça me rappelle l'amour, gloire et beauté. Voilà, c'est ça. Oui, c'est. Oh, tout le monde il est gentil. On se croirait au concours de Miss France. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous, auteur de ce livre Pollution, publié chez Albin Michel, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. En une, on peut le dire, Joseph? Oui, allez-y. Allez-y. Alors on peut dire qu'en une, c'est Charlotte Dornelas, parce qu'il y a un grand entretien qui est très très intéressant sur les journalistes et ce qu'elle dit sur le métier de journaliste, c'est absolument passionnant. Et puis Charlotte Dornelas, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme qui est cultivée, intelligente et beaucoup plus ouverte qu'on veut nous le faire croire. D'accord. Vous parlez de moi là, non? Non. Allez. Et il y a un dossier très intéressant sur l'industrie française, l'inexorable. Il y a un gros dossier sur l'industrie française. Exactement. C'est courageux et juste de défendre Charlotte Dornelas. Oui. Allez, on y va. Et Jean-Louis Thériault, très bon. Philippe Bilger. Oui, on ne peut pas continuer. Non, on pourrait pendant des heures. Social, mais on vous fera une petite émission pour vous. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. C'est bien tard en fait, en vrai. On l'avait demandé bien plus tôt. Dans le moment que vit notre pays, que l'on puisse se parler, c'est ce qu'on a pu faire. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. J'ai entendu
leur désaccord sur le relèvement de l'âge. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Et c'est un échec sans surprise. C'est le résumé de la courte réunion entre les représentants syndicaux Elisabeth Borne qui ont quitté Matignon en dénonçant la décision grave de ne pas retirer l'âge de la retraite, du départ à la retraite. L'intersyndicale estime que le Conseil constitutionnel est le seul à pouvoir peut-être apaiser le pays en censurant la voix, Philippe. Oui, Cécile, et c'est l'impasse pour la Première ministre qui n'envisage pourtant pas d'avancer sans les partenaires sociaux. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, l'intersyndicale appelle à un maximum de manifestants dans les cortèges. De quoi faire comprendre au gouvernement la profondeur de la colère. Alors, est-ce que vous pensez que c'était l'opération de la dernière chance, cette réunion de ce matin à Matignon, ou est-ce que vous pensez que non, on peut quand même recoller les morceaux? Dans les deux cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et vous êtes assez partagé sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, à 55% à nous dire oui, c'était l'opération de la dernière chance. Cyril Chabagnier est avec nous, président de la CFTC. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. On va faire un petit tour avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, l'opération de la dernière chance, sont très mitigés à nos auditeurs aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas faire un sort particulier à Laurent Berger, puisque l'intersyndicale demeure unie et elle est allée ensemble reprocher à Elisabeth Borne de ne pas traiter du report de l'âge de la retraite. Mais j'ai noté que Laurent Berger parlait de crise sociale, Emmanuel Macron lui répond de Chine, et dans ce qu'a évoqué Elisabeth Borne en réponse à l'intersyndicale, elle n'a même pas formulé la proposition qui avait été faite par Laurent Berger. Alors il me semble, et je termine là-dessus, que paradoxalement aussi bien l'intersyndicale que le président Elisabeth Borne attendent que le Conseil constitutionnel dénoue en leur faveur cette crise qui semble sans solution. Mais je crains, pour ceux qui sont contre le pouvoir sur les retraites, je crains que le pouvoir l'emporte, parce que Laurent Berger et d'autres ont déjà dit que s'il y avait une validation de la loi, eh bien ils en prendraient acte, et à ce moment-là, je vois mal comment le pouvoir pourrait être mis à mal. Joseph Touvenel. Le pouvoir a déjà perdu. Il a déjà perdu parce que l'opinion publique... Il y a même des gens qui seraient favorables à une réforme sur les retraites qui ne comprennent pas. Déjà parce que ça a très mal commencé. On nous a raconté des choses et on nous dit après, par exemple pour les mères de famille, on n'avait pas vu que c'était pire pour elles. Donc ça veut dire que ce sont des amateurs. Et puis le fait qu'il y a moins d'un mois, le président de la République, comme la Première ministre, ferme leurs portes. Quand l'intersyndicale a dit nous voulons être reçus. S'il y a moins d'un mois. Pour l'opinion publique, c'est perdu pour le pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est définitif? On ne sait jamais. Moi, je me rappelle une loi qui s'appelait le lundi de Pentecôte, qui avait supprimé le caractère férié du lundi de Pentecôte. 18 mois après, la même majorité l'a réintroduit dans la loi. Vous ouvrez votre code du travail, vous verrez que le lundi de Pentecôte est redevenu un jour férié. Absolument. Mais il me semble que la fracture a été tellement grande sur cette question et semble se propager même au fil des semaines, même des personnes qui auraient pu être favorables à la réforme, finalement, ne le sont plus, parce qu'effectivement, la manière dont ça s'est passé n'aura pas plu. Et moi, je suis certain que d'ici 2 ans, quand il y aura déjà le début de la campagne pour les prochaines présidentielles, on aura la plupart des candidats en dehors du camp macronien en tout cas, qui proposeront le retrait de la réforme. Après, ils le feront ou pas, peu importe. Mais c'est pour montrer que cette fracture, elle semble assez définitive, en tout cas à l'intérieur du deuxième mandat de Macron. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il a tout perdu. Cyril Chabagnier, quand on entend dire que l'intersyndicale part d'une décision grave d'Elisabeth Borne de ne pas retirer ce texte, j'imagine que vous les suivez? Évidemment, c'est une déclaration que nous avons fait à l'intersyndicale. C'est même moi qui l'ai lu sur le perron de Matignon. La décision, elle est grave parce que à quoi servait cette réunion si c'était pas pour faire un geste vers l'intersyndicale? Nous avons demandé il y a 1 mois d'être reçus par le président de la République. On nous a fait une fin de non-recevoir.
On sait que le 14 avril, il y a le verdict du Conseil constitutionnel, à la fois sur la procédure de cette réforme, mais aussi sur le référendum d'initiative partagée. Donc si c'était pour nous recevoir aujourd'hui, pour faire aucun signe d'apaisement, aucun signe d'ouverture, soit vers le retrait, mais au moins vers une suspension de ce texte, écoutez, ça servait à rien de nous recevoir, et à ce moment-là, pour nous dire qu'il faut attendre le verdict du Conseil, il fallait nous recevoir suite au verdict et pas maintenant. Mais vous y croyez encore avant d'y aller ? Évidemment, on y croit toujours. Et vous avez soupiré avant de dire que vous y croyez toujours. On l'a entendu. Hein. Oui, parce que on y croit toujours, même si je vous avoue, et mon soupir était dû à ça, que l'espoir était quand même assez mince. Mais on s'est dit, si on est reçu à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être un geste. Alors, le retrait, on s'y attendait pas, mais peut-être avoir une suspension, ou peut-être la reprise de la médiation qui avait été proposée par certains et validée par une grande partie de l'intersyndicale. En tout cas, un geste d'apaisement. Et là, venir nous dire, on va parler de certains sujets, certes importants, mais qui sont périphériques et sur lesquels on aurait dû les traiter bien avant le début de cette réforme, ça pose question. On a quand même eu une première ministre qui nous a dit qu'en effet, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, on n'était peut-être pas allé jusqu'au bout du raisonnement et on n'avait peut-être pas fait tout le nécessaire. Il était temps de le dire. Il était temps de le dire, et c'est pas nous qui avons fait que les concertations ont été faites sur 1 mois et demi avec 3 phases différentes, et que donc depuis le départ on avait dit que ça serait trop court et qu'on ne pourrait pas traiter les sujets complètement. Donc on a eu ça avec d'autres questions comme la rémunération, le partage de la valeur et donc des richesses, des sujets à mettre sur la table, et nous avons dit à la Première ministre qu'évidemment ces sujets sont capitaux et nous intéressent. Mais c'est pas le moment, on ne peut pas les traiter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans un combat contre cette réforme, et il n'y a que ça qui nous intéresse aujourd'hui, faire tomber cette réforme, Philippe, qui est injuste et brutale. C'est quand même la douche froide, hein, Philippe. Oui, vous avez entendu mes amis chroniqueurs dire que le pouvoir avait déjà perdu. Est-ce que vous pensez la même chose, alors que si on regarde bien, pour peu que le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi, comme c'est probable, et que les syndicats sont tout de même inspirés par une volonté démocratique de respecter le processus, est-ce que ça ne veut pas dire au contraire que le pouvoir va l'emporter ? Je crois que le pouvoir a déjà perdu, parce que l'opinion est favorable aux organisations syndicales, à l'intersyndicale, et donc contre cette réforme. Rappelez-vous, dès le départ, on a dit mais l'opinion va vite se retourner quand ils vont commencer à en avoir marre des manifestations et des blocages, et puis l'opinion va se retourner quand il va y avoir quelques violences qui vont arriver. L'opinion s'est pas retournée, et aujourd'hui c'est ingouvernable. C'est-à-dire le gouvernement a déjà perdu la bataille de comment ils vont pouvoir gouverner jusqu'à la fin du mandat. Il n'y a pas de geste fort sur cette réforme des retraites. Après, sur la décision du Conseil, on est très légaliste à la CFTC, j'ai pas de souci avec ça, mais là, en l'occurrence, excusez-moi, mais on a un vrai déni démocratique, et pas simplement sur le fait qu'on ait utilisé un 49.3 à la fin. Évidemment, c'est pas la bonne solution, parce que sur un texte aussi important, il fallait un vote, mais le gros problème, le problème principal, c'est l'accumulation de l'utilisation d'articles de la Constitution. C'est la première fois qu'on a un texte qui utilise une procédure accélérée à l'Assemblée nationale, 2 procédures au Sénat, dont un vote bloqué, et qui termine par un 49.3. Et quand on utilise 4 articles consécutivement, ben là, oui, même la CFTC, qui est très légaliste, dit il y a un problème, et donc on continue à dire qu'il y a un déni démocratique, et je ne suis pas certain que l'intersyndicale, même mes collègues de la CFDT et Laurent Berger, acceptent la décision du Conseil aussi facilement, parce que ce déni démocratique nous pose un vrai problème. Oui, et vous qui êtes au plus près de ce qui se passe, moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que le débat de fond, malheureusement, on l'a déjà eu, et tous les éléments que vous apportez, je les trouve effectivement tout à fait justes, mais est-ce que dans votre fort intérieur, vous avez l'impression que finalement, des membres du gouvernement, y compris Borne, sont un peu hostiles finalement à l'entêtement, d'une certaine façon, du président de la République ? Parce que je me demande maintenant finalement si il n'est pas lui-même isolé dans une sorte de tour d'ivoire, et que finalement, même si les ministres évidemment sont obligés de suivre sa ligne, ils n'en partagent pas forcément la teneur.
C'est compliqué à dire pour la Première ministre et pour le ministre du Travail, parce qu'ils suivent vraiment cette directive. Mais pour avoir discuté avec de nombreux députés de la majorité, et d'ailleurs on a fait partie de ceux qui ont fait changer d'avis certains députés, y compris d'ailleurs de Renaissance, parce que ça ne faisait pas non plus le plein de voix chez Renaissance à l'Assemblée nationale. On voit évidemment qu'il y a de plus en plus de personnes dans la majorité qui auraient choisi une autre voie, une autre solution, et qui regrettent un petit peu cet entêtement. Et vous savez, sur la décision du Conseil, moi je me demande vraiment si, y compris ce gouvernement, y compris le président de la République, ça ne l'arrangerait pas que ce soit le Conseil constitutionnel qui dise il y a un problème avec cette réforme, on le met de côté. Le président pourrait dire moi j'ai fait ma réforme, je suis allé jusqu'au bout et j'ai pas cédé. Pour ne pas perdre la face. Et pour ne pas perdre la face. Donc je ne suis pas sûr que forcément le président souhaite que le Conseil le valide. Je me pose beaucoup de questions, évidemment je fais un peu de supposition, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Après, et je reste moi optimiste sur une décision favorable à notre sens du Conseil constitutionnel. Cyril Chabagnier a raison, le Conseil constitutionnel, il peut ne rien valider ou alors valider qu'une partie, retirer de la loi ce qui n'est pas lié au budget, ce qui la videra de son contenu, ça rend encore moins de sens. Mais là, on a clairement une loi d'exception avec un S à la fin, puisqu'il y a eu 3 exceptions, Assemblée nationale, Sénat et 49.3. On ne gouverne pas, on ne gère pas problème social avec une loi d'exception, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui est très très silencieux, c'est le patronat. Si le patronat pensait que c'était une bonne loi, alors il montrait au créneau défendant le gouvernement, en disant c'est indispensable pour l'économie française, etc. Ils ne le font pas. Ça veut dire que cette loi n'est pas bonne pour l'économie française. Le gouvernement a assez bien joué. Il a glissé quelques cavaliers en connaissance de cause pour que le Conseil s'y accroche. Alors, est-ce que ça va suffire ? Mais surtout, je pense que les irrégularités, en tout cas à supposer qu'elles en soient, le Conseil constitutionnel nous dira si c'est le cas ou pas, elles sont d'autant moins acceptables, on l'a dit souvent, mais je le redis, qu'il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence de faire cette réforme des retraites. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense même, y compris le président, serait presque d'accord pour dire ça. Et donc, c'est ça, en fait, qui reste marqué dans les esprits. Ce n'était pas urgent de faire cette réforme maintenant. Et en plus, le fond est problématique. Mais ce n'était pas urgent. Alors, pourquoi s'être précipité ainsi avec l'ensemble de cette manière de faire très, très contestable ? Et donc, on attend, Cyril Chabagnier, on attend le Conseil constitutionnel pour vous. C'est peut-être la dernière chance, pour le coup ? C'est vendredi prochain, le 14, théoriquement. On n'attend pas que ça. D'abord, il y a une mobilisation demain. On pense qu'elle sera forte. De toute façon, généralement, quand le gouvernement intervient, que ce soit le président ou la première ministre, ça donne un boom à la mobilisation. Ça nous aide. Et évidemment, on va faire aussi sûrement d'autres actions la semaine prochaine, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel rende son verdict. Mais évidemment qu'on attend beaucoup, parce que je rappelle qu'il y a 2 décisions. Il y a à la fois la décision sur la procédure, mais il y a aussi la décision sur le référendum d'initiative partagée, qui peut être aussi un autre combat qu'on pourra mener par la suite si le Conseil valide le principe. Ok, en tout cas, merci beaucoup de vous être exprimé sur Sud Radio. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. Merci à vous. Président de la CFTC, vous revenez quand vous voulez. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix. Le quiz. Le quiz. Une orgie de Kikadi. Ah oui, à chaque fois ça monte d'un cran. Vous allez voir, avec Sébastien qui va jouer avec nous. À tout de suite. Philippe Bilger a les yeux qui suivent. Non mais alors mais malheureusement c'est de Kikadi. Ouais, je veux en savoir plus. À tout de suite. Normalement à cette heure-ci, à 17h51, le monde entier s'arrête et tout le monde se branche sur Sud Radio pour un jeu. Même à la Maison Blanche, il y a 6 heures de moins, il est 11h51. Joe Biden écoute The Kikadi. The Kikadi. On a intérêt à parler fort. Le Super Bowl, c'est très ringard. Sud Radio passe largement devant. On est à 2 milliards, je crois, bientôt. C'est un truc de fou. Vous savez qu'on est obligé on a déposé le nom, enfin un truc de malade. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Sébastien du Coudou, c'est pas de ce Kikadi Coudou. On fait n'importe quoi pour faire rire nos auditeurs, en disant n'importe quoi. Non mais s'il perd, ça va pas être un coup doux, ça va être un coup dur. Non, oui. Oh là, elle venait. Elle venait toute seule. Sébastien, donc il va faire un choix, je sais que ça va pas être facile. Philippe Bilger, Joseph Touvenel ou Tom Conan, qui sera votre adversaire aujourd'hui? Je préfère vous préciser que je viens de quitter le studio. J'ai quitté la France.
Mais c'est pas grave, j'ai tellement de respect pour Philippe Bilger que j'ai envie de jouer contre lui. Magnifique. Oula, attention, je me méfie du respect qui va montrer mon impuissance. Ce qui est bien, c'est que en tout cas, Sébastien, c'est très gentil. Ils essayent toujours de l'acheter, Philippe Bilger. Ils essayent toujours de. Mais c'est pas assez cher. Je pourrais dire que j'ai perdu contre un adversaire imbattable. Non, là, vous le surestimez, quoi. Oui, carrément, on peut le dire. Et vous allez être aidé par Joseph et Tom qui sont redoutables. Surtout moi. Sébastien, vous allez trembler, donc. Allez, le Kikadi. Kikadi, il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale sans violence. Laurent Berger. Qui a dit ça? Moi. Tom Conan. Génial. Laurent Berger, effectivement. Moi, je pense que comme c'est la première fois, enfin c'est la première question du Kikadi, je devrais avoir plus que 2 points, peut-être. La réponse, attendez, on va se concerter. C'est non. C'est non, voilà. La concertation a été vite faite. On se serait cru à Matignon, on va se concerter, on regarde, il c'est non. Voilà comment on traite les plus jeunes dans cette radio. C'est mon côté Macron. Allez, à vous. Allez, second Kikadi. Kikadi de LFI. On savait que c'était le parti de l'outrance. Maintenant, on sait que c'est le parti de l'insulte. Il paraît que c'est la gauche. Non, ce n'est pas celui à la gauche. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai sauvé l'honneur. Cazeneuve, effectivement. Non, mais c'était pas facile, c'est pas facile. Non, c'est bien. Non, mais Cazeneuve. Troisième question. Il est redoutable. Ouais, qui ça? Cazeneuve ou Philippe Bilger? Non, une réflexion de longue portée. C'est notre côté militariste. Ouais. Allez, Kikadi, le gouvernement porte la responsabilité du désordre. Martinez. Non. Mélenchon. Pas mal. Binet. Bonne réponse. Voilà, ça aurait pu être effectivement Martinez, mais en tout cas, c'est Sophie Binet. Absolument. 4-2. Voilà, qui est-ce qui mène? C'est vous. Vous. C'est Sébastien qui mène. C'est Sébastien qui mène. C'est mal, voilà. Autre Kikadi. Kikadi, c'est vous là? Ah oui, c'est à moi. Kikadi, miaou miaou. Concernant l'âge de départ à la retraite, Madame Borne, désolé, c'est drôle. Madame Borne, radicalisée et murée dans le déni de réalité, transforme une crise sociale en crise politique par son obstination. Là, je l'ai lu tout à l'heure. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure? C'est une femme. Non, c'est un homme. Une forte tête. C'est pas. Non, Mélenchon. Bonne réponse de Joseph Tounel. Bah si, c'est Jean-Luc Mélenchon, bien entendu. Aïe, 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 aïe. Question Kikadi. Dans le cadre de l'entêtement du gouvernement sur la réforme des retraites, on est en train de vivre une grave crise démocratique. On avait une crise sociale qui se transforme en crise. Berger. Bonne réponse de C'est Philippe gentil Bilger. de citer, prendre des citations dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors je pourrais avoir une sorte Surtout qu'on l'a entendu. Oui. On l'a entendu 2 fois depuis le début de l'émission. On voit quand même le favoritisme. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut retirer 2 points, Philippe Bilger. Regardez-vous dans une glace, Tom, vous verrez qu'un jaloux. Kikadi, en Macronie, on expérimente la répression quoi qu'il en coûte. Oula. Ça doit être. C'est une femme. Une femme. C'est pas. Député LFI. C'est pas Nicolo, là. Non. Autain. Député LFI. Non. Autain. Comment elle s'appelle? Attends, j'ai droit à un troisième. Oui. C'est donc. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est prof dans la vie courante. Ah, je sais pas. Vous pouvez répondre, hein. Tom, allez-y. Elle est députée de la circonscription d'Orly. Voilà, vous savez tout. Elle est joyeuse. Ah non, c'est pas. Oui, d'accord. Clémence. Gaieté. Bonne réponse de Philippe Bilger qui est J'allais dire, je vous mets qu'un point. Je pensais qu'elle s'appelait la veuve, mais bon. Allez, Joyeuse, allez. 2 derniers rapidement. Kikadi, suite à l'apparition dans Playboy, pour exister, Marlène Schiappa est devenue la ministre du buzz. C'est une femme, elle a été ministre. Sous Sarkozy. Oui. Non, pas Morano. Si, bonne réponse de Philippe Bilger. Allez, dernière, vite, dernière. En appelant la gauche modérée à travailler avec le Kikadi, en appelant la gauche modérée à travailler avec le gouvernement, je ne confonds pas LFI et la NUPES. Ministre. C'est pas un ministre, vous l'avez dit. Allez. Dussopt. Non. Darmanin. Non. Non. Pensée transport. Non, vous l'avez dit. Pensée transport. Bonne. Bonne réponse de Philippe. Eh ben, c'est Philippe Bilger qui a gagné. Mais là, c'est Sébastien qui m'a conduit à me surpasser, surestimer et à réaliser mes promesses. En fait, je demande un contrôle antidopage parce que ça me paraît vraiment pas crédible. Et ben vous savez, la prochaine fois que vous viendrez, Sébastien, on fera un chamboule-tout à la fin. C'est-à-dire que c'est celui qui gagne qui perd. En tout cas, c'est éclatant. Non, c'est pas très clair. C'est surtout un principe de politesse de laisser gagner
gagner les seniors. Sébastien, vous restez avec nous. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David sur le manque d'ambition de la France. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ce sera notre Félix Mathieu. Et puis on reviendra sur le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite et bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, en tout cas on espère, ils en ont sous le pied quand même. Philippe Bilger est avec nous, Joseph Touvenel est avec nous, Tom Conan est avec nous, vous aussi, au 0826 300 300 comme gentil quand Sébastien. même de nous dire qu'on en a sous le pied, parce que parfois je me sens un peu faible. Non, Finalement, ça se voit pas trop. Enfin Philippe, t'as pas l'air si convaincu. Non mais je pensais que tu aurais préféré peut-être sous la tête. Non, mais moi où que ce soit finalement. Où que ce soit. Cécile est très aimable ce soir. Vrai. Moi je l'ai toujours trouvé aimable. Ouais. Mais... Je sais. Mais c'est vrai, mais là aujourd'hui peut-être plus que d'habitude. Elle est plutôt c'est le temps printanier. Moi je pensais que c'était ma présence. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit côté maîtresse. On peut quand même préciser. Alors l'abus d'alcool est évidemment mauvais pour la santé, mais dans la pause, on a quand même eu le plaisir de boire un peu de champagne. Comme on est la station du rugby, Joseph Touvenel peut dire pourquoi il a apporté cette bouteille. Voilà. Grâce à la victoire du 15 de France sur les Anglois qui nous devaient bien ça depuis le temps que... On les avait plus battus chez eux. Il avait dit la dernière fois, quand je reviens, si on bat les Anglais, et champagne. Et comme ils n'ont jamais été battus à Twickenham. Absolument. Troisième plus grosse défaite de leur histoire. Et ne vous inquiétez pas, moi je suis à l'eau. Allez tout de suite. Merci pour le champagne, en tout cas il était vraiment très bon. Allez, on y va. On n'est plus tout à fait en mesure de continuer l'émission. Et vous souhaite une bonne soirée Tom Conan. Allez tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et vous revenez sur le manque d'ambition de la France, Philippe. Oui, Cécile, c'est une tribune de l'ancien ministre Pierre Lelouch dans Marianne qui m'a inspiré ce coup de gueule. Une tribune intitulée, je cite, « Macron en Chine ou l'abandon de toute ambition nationale française à l'international ». Une excellente tribune dans laquelle il dénonce la présence d'Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission européenne, aux côtés du président de la République pour ce voyage. Un camouflet auto-infligé à la France par elle-même, enfin par Emmanuel Macron, qui, contrairement à l'Allemagne, n'est pas partageuse. En effet, quand en novembre dernier, Emmanuel Macron avait essayé de s'insérer dans les bagages d'Olaf Scholz pour aller en Chine, la réponse avait été « Nein ». Car pour l'Allemagne, le couple franco-allemand n'existe pas et l'Allemagne défend à raison les intérêts allemands. La France est décidément bien généreuse puisqu'Ursula von der Leyen est inflexible à Bruxelles contre toutes les demandes françaises, en particulier sur l'électricité et le nucléaire, et elle ne fera aucun cadeau à une entreprise française en Chine ou ailleurs. Elle privilégiera bien évidemment les entreprises allemandes. Pierre Lelouch écrit dans sa tribune « On se demande dès lors jusqu'où Emmanuel Macron poussera l'abaissement international de la France ». Je serais tenté de répondre quand la France aura offert son siège au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe, c'est-à-dire à l'Allemagne. Voilà, c'est réglé. Alors ça... Je vous trouve... vous êtes beaucoup plus compétent que moi là-dessus. J'ai entendu ce matin une analyse du même phénomène. On expliquait que ça n'était pas forcément une trahison, mais que le président avait pu estimer que la présence de von der Leyen, pour les sujets qu'il avait à traiter en Chine, apportait en quelque sorte un élément supplémentaire, une force adjuvante. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Je connais Pierre Lelouch, qui est quelqu'un de très compétent dans ce domaine. Sa tribune est excellente. Une vision très particulière. Mais je sais pas. Alors, si je dis que le problème des enfants, c'est qu'ils ont toujours besoin d'avoir un adulte à côté, on a l'impression. Mais on se demande si c'est pas ça. Moi, pour des raisons professionnelles, je suis fréquemment dans les pays de l'Est, notamment en Moldavie. Je souffre parce que on voit que la France est attendue entre la Russie et les États-Unis, et donc dans tous ces conflits, pour avoir une voix différente, ils nous attendent. Dans tous ces pays, ils nous attendent. On est incapable de le faire. Et en Chine, la France est un pays souverain quand même. Elle ne perd pas sa souveraineté. Allez, un petit mot, on passe à Félix. Non, mais la chronique très vindicative de Philippe était bonne, mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois en effet cette impression-là par rapport au rôle de l'Allemagne et sa prédominance, on pourrait dire, dans l'Union européenne, au sein des institutions. Néanmoins, je voudrais quand même rappeler que les institutions européennes ne marchent pas si mal que ça, parce que vous regardez le Brexit. Aujourd'hui, le Royaume-Uni se trouve dans une situation quand même qui est très compliquée, et aujourd'hui, si on surnage plus ou moins, c'est aussi parce qu'on est dans cet espace qu'est l'Union européenne.
qui est très imparfait, mais qui existe quand même. Non, mais honnêtement, ça nous donne une assise et une force. Oh, merci beaucoup, Tom. Tout de suite, le top du clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Félix, après les critiques de la Ligue des droits de l'homme quant au maintien de l'ordre à Sainte-Soline, Gérald Darmanin semble suggérer que ces subventions pourraient être remises en cause. Oui, le ministre de l'Intérieur le sous-entend en réponse à un sénateur LR aujourd'hui, François Bonhomme, qui lui suggérait de remettre en cause ces subventions à des associations comme la LDH, association auquel ce sénateur LR reprochait de parler d'état policier ou bien de violence systémique. La réponse de Gérald Darmanin. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Donc ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Des propos qui ont fait bondir quelques internautes, à commencer par le compte Twitter de la Ligue des droits de l'homme elle-même, qui tweet en réponse au ministre de l'Intérieur: les actions qui ont pu être menées par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et des libertés de toutes et tous. Ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester, mise à mal par votre politique de maintien de l'ordre. Réponse encore plus agacée peut-être de Martine Orange, qui écrit: la seule fois où la Ligue des droits de l'homme a été dissoute, c'est par Vichy. Cela donne la mesure de ce que ce gouvernement s'autorise à dire et à faire. La Ligue des droits de l'homme, qui avait été fondée à la fin du 19e siècle suite à l'affaire Dreyfus, lors des affrontements à Sainte-Soline, elle avait envoyé des observateurs avant de publiquement mettre en avant des éléments tendant, selon elle, à prouver la non-assistance à personne en danger dans la polémique sur le blocage de l'arrivée des secours. Thèse donc réfutée par le ministère de l'Intérieur. Le torchon brûle, Philippe Bilger. Ah oui, mais moi, je vais continuer dans mon registre épouvantablement réactionnaire, mais à partir du moment où ces associations ou ligues prétendent servir l'intérêt et la défense de tous, de tous les droits, mais qu'en réalité, peu ou prou, elles sont d'une sensibilité de gauche, voire d'extrême gauche. Je n'ai jamais entendu la Ligue des droits de l'homme se mobiliser pour des atteintes qui avaient été faites à la cause de la droite. Donc, que Gérald Darmanin évoque cela comme une menace, c'est peut-être malséant, mais après tout, dès lors que ces associations ne sont pas véritablement humanistes mais partisanes, moi, pourquoi pas? Après, c'est étrange ta remarque, parce que tu dis finalement que les atteintes de la droite, c'est-à-dire de quoi il est arrivé que des atteintes aient été portées aux droits de la droite, si j'ose dire. C'est quoi le droit de la droite? Parce que les libertés... Par exemple, sur l'école privée, lorsque François Mitterrand a considéré avec justesse qu'il fallait arrêter tout ça, je n'ai jamais entendu la Ligue des droits de l'homme venir... Pour la Ligue des droits de l'homme, puisqu'elle se référait à l'histoire, effectivement, quand ils se sont créés suite à l'affaire Dreyfus, c'était très positif. Ensuite, il y a eu une dérive idéologique. La meilleure démonstration, à mon sens, c'est quand il y a eu les procès de Moscou. On a demandé à la Ligue des droits de l'homme en France d'intervenir. Il dit non, il ne se passe rien à Moscou. Staline, merveilleux. Après, je ne suis pas sûr que Staline soit un grand démocrate et un grand mais humaniste. quand bien même ça serait le cas, c'est quand même plutôt une bonne chose, il me semble. C'est quand même une bonne chose quand même dans une société démocratique qu'il y ait des associations subventionnées qui puissent justement vivre librement, défendre d'autres visions. Si elles défendent tous les droits. Oui, mais y compris avec des angles différents. Je pourrais mettre le défenseur des droits là-dedans. Mais toute approche à ce moment-là est forcément partisane, dans un sens très large. En tout cas, il y a forcément une idéologie qui sous-tend une action, une vision, une association, elle porte forcément des valeurs, et ces valeurs elles-mêmes, elles sont toujours teintées avec des financements publics de quelque chose. Non, mais il n'y a pas de neutralité absolue. Prenez un avocat. Un avocat, il n'a pas une ligne idéologique, mais il va quand même défendre. Oui, mais lui, il est choisi par une cause. Tu comprends. D'accord, mais ça me semble quand même pas mal qu'il y ait des associations, tant qu'il y a une diversité en tout cas. S'il y a une diversité qui sont en mesure de représenter différents intérêts, c'est plutôt une bonne chose. C'est justement une garantie démocratique. La Ligue des droits de l'homme, c'est celle qui doit veiller aux droits de tous les hommes, avec un grand H, donc les hommes et les femmes. Visiblement, ils ont choisi, c'est leur droit. Et à ce moment-là, que dans un camp, que dans un sens. Alors, il faut pas demander une autre association. Non, mais il faut pas demander avec une autre vision. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut pas demander à nos impôts de les subventionner.
Et ben voilà. Pour moi, tout ça, c'est à cause de Félix Mathieu. L'association de défense des droits n'est totalement neutre. La neutralité n'est jamais possible. Allez, la preuve qu'il choisit bien ses sujets, Félix Mathieu. C'est une bonne polémique. Il fout la merde, voilà, ça fait le plaisir. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, des sujets qu'ils ont envie de porter, qui ne sont pas forcément dans les premières pages de l'actu ou en une des magazines. Mais en tout cas, nous, on est là pour en parler. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Et si vous voulez commenter, bien entendu, vous connaissez ce numéro, Philippe. Le 0826 300 300. Oh, j'adore ça. Quelle voix suave. Il est bon. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'espère que tout va bien. Où êtes-vous? Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si vous êtes en voiture. Dites-nous si vous êtes chez vous, si vous êtes encore au bureau. C'est intéressant de savoir. Peut-être que vous êtes agriculteur. Peut-être que vous service à la personne. Peut-être que vous êtes... Je tiens à saluer des agriculteurs. Il y en a un qui m'a dit il y a quelques temps au salon de l'agriculture qu'il adorait nous écouter dans son tracteur. Il était agriculteur dans le Lot et on le salue. Oh là là, moi éleveur de vaches limousines. J'adorerais faire une émission en direct d'une exploitation agricole. On a des invitations. On a des invitations. Oui, ça vous dirait, Philippe Bilger? Dans le foin, j'adore. On n'ira peut-être pas jusque-là. Ça me rappellerait mon enfance. C'est formidable. Moi, j'adore avec des vaches, des formants. J'adore les vaches cochons couvés. C'est ça exactement. Moi, j'essaie de visualiser Philippe Bilger. Dans le foin, tout petit. J'étais petit. Petit, ado. Tu sais, il y avait les tombereaux, ça piquait le dos, on prenait, c'était divin. À l'époque, on prenait, il n'y avait pas de douche véritablement dans le Haut-Rhin, tu vois. Il y avait un beau bac, on mettait de l'eau chaude dedans. Un peu comme dans le film Le Grand Chemin, ce genre d'ambiance. En quelque sorte. Richard Bohringer. Vous êtes allé déjà dans une ferme, Tom? Bien sûr, je suis allé dans une ferme, évidemment. Pas tout le temps. Non, il n'aurait jamais pu écrire Pollution. Mais oui, j'ai écrit un livre qui se passe dans une ferme, figurez-vous. C'est vrai, exactement, donc qui est une ferme fictive, mais qui est inspirée quand même de fermes réelles. J'adore, on adore les agriculteurs. On les adore, on les embrasse. En tout cas, ceux qui nous écoutent, allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et avec Philippe Bilger, on est à fond dans la psychologie en ce moment. Pourquoi pour beaucoup de métiers, dans beaucoup de métiers, la morale personnelle n'est-elle pas un paramètre capital? C'est pas capital social. J'ai un grave reproche à vous faire, ma chère Cécile et à Philippe. J'avais demandé si je pouvais traiter un autre sujet, je n'ai pas eu de réponse. Ah bon? Si, j'ai dit que vous pouviez faire ce que vous vouliez. Oui, mais ça n'était pas une réponse. J'ai le choix entre Roussel et ce sujet. Je voulais faire Roussel. Celui que vous voulez. Je vais prendre Roussel. Allez, merci, vous êtes adorable. Parce que j'ai lu un portrait de Fabien Roussel, et c'est vrai que n'étant pas un communiste convaincu, ni même d'ailleurs convaincant si j'essayais de l'être, je trouve tout de même que cette personnalité est très chaleureuse, sympathique, même si je ne partage pas sa réserve, sa dénonciation trop modérée sur Staline et d'autres choses encore. Mais convivial. Je veux montrer à quel point cet homme fait oublier ce que le Parti communiste peut avoir eu dans le passé de terrible, et aujourd'hui peut-être de discutable encore, mais je tenais à dire comme c'est important de savoir donner l'impression au moins, de savoir écouter les Français, de leur parler et de mettre en avant ces valeurs d'échange, de dialogue et de sympathie. Il le fait très bien. Ce qui est important, c'est l'incarnation, comme quoi l'incarnation c'est très important. Et c'est pas le seul, sans être partisan de qui que ce soit, Yann Brossa au PC, qui est dans un autre genre. C'est pas le même genre, mais il est aussi. Je trouve qu'il est souvent sur cette station d'ailleurs aussi. J'ai cru voir passer sur les réseaux. Tout le monde a le droit de venir ici. Non, mais dans un autre genre. Non, mais les gens du PC finalement sont des personnes très proches. Non, mais vraiment. Je ne suis pas du tout de votre avis, mon cher. Mais parce que là, c'est la subjectivité de chacun. Yann Brossa, il est très intelligent, mais il ne donne pas du tout l'impression d'un Fabien Roussel. Il est très doctrinaire. Moi, j'aime bien le terre à terre de Fabien Roussel. Oui. Alors que je suis d'un anticommuniste primaire, secondaire, etc., parce que toutes les dictatures me révulsent. Mais humainement, c'est autre chose. Quand il fait ses sorties sur le barbecue, sur la viande, etc., c'est tout à fait sympathique.
Yann Brossard, moi j'ai un peu de mal à celui qui nous explique qu'il faut habiter dans les immeubles et qui est dans les très beaux quartiers de Paris, sur celle où il y a très peu de monde qui peut habiter. Voilà, alors ça, moi je mets une croix dessus. Et au PC, j'en connais un certain nombre qui sont de la même façon, au lieu de dire aux autres où ils voudraient habiter et comment il faudrait habiter, ils devraient y habiter. Peut-être qu'ils réfléchiraient un peu autrement. Peut-être. Moi, je trouve quand même qu'il est quand même très bon pédagogue sur pas mal de questions. Mais il est clair. Je trouve que c'est solide. C'est pour ça qu'il a beaucoup changé, Yann Brossard. Il est moins dans l'invective. Je trouve très sympathique. Peut-être. Pardon. Il sent bourgeoise, peut-être. Non, ou peut-être qu'il apprend à nous connaître aussi. Allez, Tom. Très doctrinaire. Vous voulez revenir sur un sujet qui fait quand même débat, c'est l'annulation d'un concert, celui de Bilal Hassani, à la suite des pressions de la part de la mouvance catholique. Alors, pour ceux qui ne se souviennent plus qui est le Bilal Hassani, c'est un chanteur. Tout à fait, Bilal Hassani. Il faut faire court parce qu'il reste 2 minutes. C'est un chanteur assez talentueux, donc qui est une icône du milieu, disons, LGBT, mais pas uniquement évidemment, qui a participé à l'Eurovision en 2019 et qui effectivement devait donner un concert en Moselle, à Metz, dans une ancienne église, et tout était prévu pour que ça se déroule assez normalement. Il y a d'autres concerts acoustiques qui se déroulaient depuis assez longtemps dans cette église, donc c'est pas quelque chose d'inédit, ni une provocation quelconque. Et effectivement, il y a eu des appels à la prière devant l'édifice, ce qui a ensuite suscité la colère de certains mouvements, disons, plutôt rigoristes ou fondamentalistes, je sais pas comment on pourrait dire exactement. Et donc, à la vue des menaces, effectivement, l'équipe a donc annoncé dans un communiqué, comme il y avait vraiment un risque de trouble à l'ordre public, que le concert ne se tiendrait pas. Et c'est quand même un peu tragique parce que j'ai regardé quand même le fond de cela. Je voulais pas être quand même dans une intox. En fait, quand on regarde précisément, c'est pas une église. Ce fut une église. Elle a été désacralisée en 1556. Donc c'est une ancienne église en effet. C'est un édifice. Ça fait quand même un certain temps. Voilà, c'est un office qui a été une église fut un temps. C'est pas une église actuellement. Donc je trouvais ça un peu étrange. Donc c'est devenu un entrepôt militaire entre temps. Et effectivement, depuis quelques années, c'est utilisé comme salle de concert. Et l'autre point que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que finalement certaines associations considéraient que c'était une sorte de propagande gay et que c'était pornographique. Alors je vois pas ce qu'il y a de pornographique dans ce que fait Bilal Hassani. Quand vous regardez Bilal Hassani, c'est un chanteur très talentueux qui a une très bonne voix et qui c'est un personnage, qui est un personnage français ou en couleur. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant. Effectivement, il n'y a rien de sexuel. Il n'y a rien de sexuel, rien de pornographique dans tout ça. Alors, moi, je suis un partisan de la liberté d'expression et de toutes les libertés d'expression. Et donc, que le concert se donne dans un édifice, ça vient d'être dit, ce n'est plus une église. Depuis 500 ans. Ça a été désacralisé, mais même si ça avait été la semaine dernière, dans ces cas-là, il y a une cérémonie particulière, c'est-à-dire c'est un édifice profane. Alors, le catholique que je suis va regretter que certaines églises ne soient plus des lieux de culte. D'accord. Et que les cathos, les quelques extrémistes, faut pas se leurrer, c'est pas les catholiques. Oui, bien sûr. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils se bougent pour des vraies causes. Et ça, c'est pas une vraie cause, si ce n'est que la liberté d'expression est une vraie cause. Et c'est juste pour dire, c'est quand même juste homophobe, parce qu'en gros, on associe ce qui est LGBT friendly à quelque chose de pornographique. On a compris. Attendez, c'est dommage. Joseph peut pas parler sinon. Sinon Joseph peut pas parler. Pardon. Alors là, et le tour de table de et Joseph, pourtant j'allais contredire Tom. Les inexactitudes et mensonges sur l'âge, s'il vous plaît, sur l'âge de départ à la retraite très court. Alors je vois, comme vous avez dû voir, et encore récemment, on nous montre un tableau avec la carte d'Europe pour l'âge de départ à la retraite. On dit, regardez la France, 62 ans, les autres c'est toujours beaucoup plus. À la fois c'est faux et ça ne veut rien dire. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il se trouve qu'en Europe, il y a des femmes qui travaillent. Et dans un certain nombre de pays, l'âge de départ à la retraite des femmes, c'est pas celui indiqué. Par exemple, l'Autriche, on nous met 66 ans. Maintenant, les femmes, c'est 60 ans en Autriche. Donc, j'imagine que il y a des femmes qui travaillent. Donc déjà, c'est faux. Et ça ne veut rien dire parce que si je ne mets pas à côté d'un âge de départ, qui n'est pas l'âge de départ obligatoire, qui est l'âge à partir duquel je peux librement choisir d'aller à la retraite ou pas. Il faut que je mette 2 critères à côté. Le premier, c'est la durée de cotisation. Et il se trouve que la France est dans les pays d'Europe où on a la durée la plus importante pour pouvoir bénéficier de la retraite. Si je reprends l'exemple de l'Autriche, c'est beaucoup moins. Et puis la troisième chose, c'est quel est le montant de ma pension à la sortie. Et il se trouve qu'en France, en moyenne, c'est 54%. En Autriche, c'est 80%. Ah oui. Ça veut dire que l'Autrichien qui perd avant l'âge légal a une décote. Et en fait,
il touche la même chose qu'un Français qui part à 62 ans, l'Autrichien qui part à 60 ans. Vous voyez, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on nous ment, on nous trompe, et comment peut-on se faire une juste opinion sur un texte important si on n'a pas les justes informations? Il fallait pour avoir cette info sur l'Autriche qu'ils viennent. Ouais. Oh là là. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio sur le Figaro Magazine. Marine Le Pen, aujourd'hui, la candidate Rassemblement National, a bondi dans les intentions de vote. Aujourd'hui, 31% des Français seraient prêts à voter pour elle au premier tour en 2027. Frédéric Dabi de l'IFOP sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous, Joseph Touvenel est avec nous. On est ravis de vous retrouver. Ce sont les vraies voix jusqu'à 19h avec pas mal d'infos. Et on va revenir sur une info importante. Et c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et puisque selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro Magazine, Marine Le Pen aurait toutes ses chances de remporter les prochaines présidentielles, quelle que soit l'hypothèse du candidat de la majorité, le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron serait-il un tremplin pour Marine Le Pen, Philippe? Oui, Cécile, puisque la candidate du Rassemblement National atteindrait même 36% des suffrages au premier tour si le candidat de la majorité était le patron du MoDem, François Bayrou. Depuis 2022, Marine Le Pen a bondi dans les intentions de vote. Rappelons que le premier tour, c'était il y a un an dimanche, c'était le 10 avril. Alors, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut arriver à l'Élysée en 2027 ou plus tard? Ou est-ce que vous pensez que le nom Le Pen ne permettra jamais de briser le plafond de verre? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Frédéric Dabi est avec nous, que vous connaissez bien, directeur de l'opinion IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Alors avant, habituellement on fait partie nos éditorialistes, mais on va commencer par ce sondage que vous portez bien entendu, qui est quand même une immense surprise. Quand même une petite surprise quand même. Oui, c'est le reflet du moment. C'est un sondage, bien sûr, à prendre avec prudence. 4 ans avant une élection présidentielle, il convient de pas voir dans ce sondage une vision projective, de pronostic, mais il en dit long sur la percée de Marine Le Pen, sur la dynamique Le Pen, en tête, quelles que soient les hypothèses. C'est historique, des scores pareils, 30% qui sont tangentés, 31, voire 35 ou 36. Ce qui est très notable, et ça répond à la question que Philippe David vient de problématiser, c'est peut-être arriver au pouvoir. Et je suis frappé de voir à quel point les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen sont attrape-tout. C'est-à-dire que par le passé, on avait une structure de vote jean-mariste, du nom de Jean-Marie Le Pen, du FN, qui était un électorat jeune, masculin, ouvrier, peu diplômé, et c'était en gros tout. Là, en dehors des cadres supérieurs où elle est encore faible, il n'y a pas une catégorie où Marine Le Pen est à un niveau inférieur à 20-25%, y compris les personnes âgées, y compris les retraités. Et puis, on sait, pour gagner une élection présidentielle, il faut gagner dans la France du travail, la France du salariat. Ça avait déjà été vu, et notamment dans les vraies voix, pendant notre rolling fiducial, cette percée de Marine Le Pen dans le salariat, là, elle est quasiment hégémonique, elle dépasse les 30% systématiquement chez les salariés. Donc, on a un sondage qui montre que la tripartition du champ politique RN, LFI, NUPES, majorité présidentielle, en ce moment, tourne en faveur de Marine Le Pen. Elle est parfois 6 points devant les candidats testés. Emmanuel Macron, qui bien sûr ne sera pas candidat. Édouard Philippe, certes, tient le choc. Bruno Le Maire fait un score intéressant alors qu'il n'a jamais dit qu'il était candidat. Mais c'est vrai que le fait majeur, c'est cette dynamique, et on va pas dire qu'elle est favorite, ça n'a pas de sens à 4 ans du vote, mais on voit à quel point elle a réussi à capitaliser sur cette première année de quinquennat plutôt loupée pour les Français. En tout cas, sur notre question du jour, Marine Le Pen peut-elle arriver un jour à l'Élysée? Vous dites oui, 59%, Philippe Bilger. Frédéric, est-ce que, en dehors du fait que le nom peut encore représenter un obstacle, que c'est fait, comme vous l'avez dit, si longtemps avant le moment 2027, troisième élément, peut-être la crainte chez certains que son élection crée des désordres infinis. Est-ce que, au fond, au-delà de cela, ce ne serait pas une terrible défaite pour Emmanuel Macron, qui a souvent dit que son objectif, c'est d'empêcher qu'elle vienne au pouvoir? Frédéric Dabi.
Oui, je partage votre point de vue. Alors, il y a un sondage qu'on a diffusé ce matin, dont on a parlé chez Valérie Expert, qui est encore plus spectaculaire peut-être que cette enquête d'intention de vote qui est quand même très frappante, mais il n'y a pas de second tour, bien sûr, ça ne serait pas sérieux. C'est un sondage IFOP pour Paris Match sur les traits d'image associés à Marine Le Pen. Souvenons-nous des enquêtes par le passé, 3/4 des Français qui disaient que le FN était un danger pour la démocratie. Désormais, 58% des Français, majoritaires partout, presque à gauche, 2/3 à droite, considèrent qu'elle est attachée aux valeurs démocratique. Souvenons-nous d'une Marine Le Pen ayant complètement raté son débat présidentiel de 2017 et dont on disait qu'elle n'était pas compétente. Un Français sur deux considère qu'elle est compétente. Souvenons-vous, nous, des propos, après ces campagnes, on disait qu'elle n'avait pas la stature. 47% des Français considèrent qu'elle a la stature présidentielle, 20 points de plus par rapport à 2017. Ce rétablissement de l'image, ce fait qu'elle a mis à distance les oripeaux maudits, si je puis dire, du Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, la positionne comme la favorite. D'un autre côté, 4 ans c'est long. Oui. Une campagne électorale, c'est extrêmement compliqué. On se souvient qu'elle n'a jamais vraiment connu de dynamique présidentielle en 2012, en 2017, une petite en fin de campagne en 2022, mais en tout cas, les choses changent du point de vue des catégories et du point de vue de l'image de Marine Le Pen. Joseph Touvenel. C'est la dédiabolisation du Front National. Et on comprend quand on regarde par exemple le vote dans la communauté juive, c'était Epsilon avec Jean-Marie Le Pen, ça devient quasi majoritaire, il faudrait faire un sondage, mais très important. Donc c'est la dédiabolisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute un retour au réel. D'abord, le comportement du groupe Front National à l'Assemblée. Bon, voilà, c'est normal. Oui. Normal. Et puis, les problèmes qui sont soulevés et qu'elle soulève depuis longtemps. Vous voulez dire que le comportement des députés LFI, Europe Écologie Les Verts ont dédiabolisé le Rassemblement National ? Ça y participe grandement, oui, quand on compare les deux, ça y participe. Les problèmes de souveraineté, et là on voit qu'une usine Stellantis, donc c'est PSA, va fermer pendant 9 jours parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Quand elle parle de souveraineté, ça parle à tout le monde, plus le problème de l'énergie, etc. Quand elle parle de l'immigration, il y a un problème d'immigration. C'est indéniable. Comment le régler, comment le résoudre, c'est pas simple, mais il y a un problème. Quand elle parle de sécurité, il y a un problème de sécurité, et elle n'en parle pas depuis avant-hier. Et donc elle en parle doucement. A priori, moi, je pense qu'elle est effectivement dans le système de la République. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec ses idées. La difficulté pour elle, elle a les chances d'arriver au pouvoir, c'est comment exercer le pouvoir. Moi, je pense qu'elle est uniquement, elle bénéficie uniquement du bénéfice de l'outsider, en l'occurrence l'outsideuse, on pourrait dire en mauvais français. De la même manière que Macron avait bénéficié de ça il y a quelques années, avant son premier mandat. Oui, mais il avait été nul quand même. Elle est encore outsider dans le sens, pas du tout dans le sens où elle est nouvelle en politique, mais dans le sens où elle n'a jamais exercé le pouvoir, où son parti n'a jamais été au pouvoir, fort heureusement. Donc en fait, il me semble que c'est uniquement ça dont elle bénéficie. Rappelez-vous même que quelqu'un d'autre avec des idées relativement voisines avait bénéficié de ce même effet, c'est Éric Zemmour, il y a quelques mois, parce qu'il était justement considéré comme un outsider. Il n'avait jamais été dans un parti qui avait été au pouvoir. C'est ça en fait. Il est donné entre 6 et 7%. Voilà, en fait, et donc effectivement, dans un contexte où les tensions sont fortes et on a l'impression que tous les partis sont décrédibilisés, etc. En effet, on se tourne assez naturellement vers des personnes qui sont en dehors ou plus ou moins en dehors. Sauf le problème, évidemment, dans le cas de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est pas du tout en dehors, elle est dans le jeu politique et elle est même très implantée depuis des années. Pour revenir sur ce que vous dites, Frédéric Dabi, le socle de Éric Zemmour était assez fragile. Là, on sent que c'est un socle un peu plus solide, non ? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas baissé. C'est ça qui est très intéressant par rapport à ce qui a été dit par vos deux éditorialistes. Éric Zemmour, c'est des réserves de voix pour Marine Le Pen. La percée Marine Le Pen ne se fait pas au détriment d'Éric Zemmour, mais au profit de nouveaux électeurs. Par ailleurs, c'est vrai que ce que vous avez dit est très juste. Marine Le Pen profite de la dédiabolisation d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. C'est lui qui revêt la tunique ou le mystérie du véritable repoussoir. Et là, depuis juin 2022, et on l'a vu dans l'enquête, dans la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les traits d'image comparés Mélenchon-Le Pen, clairement, le comportement brutal, irrationnel, violent, parfois séparatiste de Jean-Luc Mélenchon, du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas, respectabilise, remet au centre Marine Le Pen. N'oublions pas, quand
on demande qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, c'est notre baromètre IFOP Fiducial pour Match et Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon et LFI conservent une fonction tribunicienne et Marine Le Pen et le RN apparaissent davantage comme des alternatives. Sébastien est avec nous de Coudou dans les Bouches-du-Rhône. Rebonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question, notamment à Frédéric Dabi, où vous donnez votre réaction? Écoutez, je vais plutôt donner une réaction. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de participer à quelques grèves qui sont passées sur Marseille et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas syndiqués, qui se sont reliés aux grèves. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas uniquement contre les retraites, mais qui devenaient, en fait, qui me parlaient de crise démocratique, de problèmes d'inflation, de problèmes de pouvoir d'achat, qui étaient en colère, il y avait une certaine grogne et un désespoir. Et moi, j'ai eu la chance de grandir la chance. J'ai grandi à Toulon où on a connu le FN arriver et ça s'est passé dans cette même situation. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui connaissaient certains problèmes, peut-être de délinquance ou autre, et qui ont fini par élire le FN à la tête de la municipalité parce qu'il y avait justement une grogne, un désespoir, une crise de représentation de la mairie. Et très sincèrement, aujourd'hui, moi, je me dis, potentiellement, avec ce que fait la majorité présidentielle, en critiquant tout le temps l'extrême gauche, en essayant de faire des actes de rhétorique incroyables pour essayer de les dénigrer, ils sont en train de revaloriser le Rassemblement national qui risque malheureusement, à mon avis, de passer au pouvoir bientôt. Ouais. Et surtout, on a l'impression que le pays, quand même, il est en crise permanente. Ouais. Et que, donc, comme les problèmes ne sont pas résolus, on se tourne vers des partis plus extrêmes. Je voudrais poser une question à Frédéric Dabi très courte. Quand on regarde, vous avez souvent parlé de la droitisation de la France, Frédéric Dabi. Si je prends Marine Le Pen, plus Éric Zemmour, plus Nicolas Dupont-Aignan, dans certains cas de figure, ça fait 46% des voix. Et je ne compte même pas Laurent Wauquiez. Sinon, on monte à 54, voire 56. Est-ce que c'est pas la preuve que le pays se droitise encore? Très court pour donner la parole à Philippe Bilger. Très court, c'est peut-être moins que mon cher Philippe qui se droitise, qu'il y a une offre de gauche complètement inexistante. Le total gauche dans les différentes hypothèses testées est encore inférieur à celui de l'élection présidentielle. Et dans l'hypothèse NUPES avec un candidat unique, Jean-Luc Mélenchon avec 20%, n'est pas au second tour. Par rapport à ce que vous avez dit, oui, le principal attrait du vote Le Pen, c'est qu'on ne l'a jamais essayé. C'est la force du nouveau. Ça a été très bien dit précédemment par votre éditorialiste, c'est-à-dire, oui, on ne l'a jamais testé comme on n'avait jamais testé Hollande en 2012, ni Emmanuel Macron en 2017. Ouais. Mais Frédéric, là où je me demande si Tom Conan a raison, en tout cas c'est un point de désaccord, il dit que Marine Le Pen est un outsider. Moi je pense qu'elle a changé de posture et votre sondage le prouve. Elle devient une favorite, certes 4 ans avant l'élection. Est-ce que c'est un plus, ce statut de favorite, avec le classicisme qui va avec, ou au contraire, est-ce que ça risque de lui nuire par rapport à ses troupes basiques, en quelque sorte? Oui, c'est clair que le statut de favori n'est pas un statut facile, même surtout 4 ans avant le vote. On se souvient d'un Raymond Barre en 88, de Giscard d'Estaing qui devait être réélu facilement, plus près de nous de François Fillon après la primaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle occupe un espace de plus en plus large, de plus en plus central compte tenu de son poids dans toutes les catégories, et elle bénéficie de l'incertitude. Qui sera candidat pour la majorité présidentielle? Incertitude à gauche. Est-ce que cette NUPES brinque-ballante qui s'est déchirée avec cette partielle de l'Ariège de dimanche dernier ira jusqu'au bout? Et dans ce cadre-là, elle apparaît comme un point visible et incarné. Mais il me semble aussi que dans ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que finalement Marine Le Pen s'est très peu exprimée. En tout cas, elle s'est exprimée, mais elle est assez peu audible depuis plusieurs mois. Et je pense que sinon, c'est le fait d'être assez silencieuse, en tout cas de paraître comme étant plus ou moins silencieuse, parce qu'elle fait peut-être moins de bruit que d'autres personnes, notamment côté NUPES. Elle en profite. Le fait de se taire, comme dans d'autres endroits, c'est un avantage. Elle est contre les retraites. Oui, mais il me semble que la bonne stratégie qu'elle essaye de mettre en place, c'est de se taire le plus longtemps possible. Absolument, c'est une stratégie. Et dans le même temps, elle n'a pas les relais médiatiques que d'autres ont. Oui. C'est-à-dire que quand ils font une déclaration publique, il faut voir comment elle est reprise, si elle est reprise. Elle est assez mal accueillie, en tout cas dans les médias en général. Après, il y a beaucoup de médias qui relaient sa pensée tout de même. Le mot de la fin, Frédéric Dabi, très court.
Non, je nuancerais. L'accueil de Marine Le Pen dans beaucoup de médias a quand même énormément changé. Alors, on ne gagne pas une présidentielle grâce à des médias, on ne le perd pas non plus. Hein. Sinon, Giscard d'Estaing aurait été réélu en 80, etc. Maintenant, et Balladur en 95. Exactement. Ce qui est vrai, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le statut de ce sondage. Et je partage ce qu'a dit Philippe Bilger. Est-ce que, et par rapport à ce que disait Tom Conan, est-ce qu'elle est outsider au centre du jeu alternative, ou est-ce qu'elle devient une favorite incontournable? En tout cas, sur la foi de ce sondage, même s'il n'est pas prédictif, qui imaginerait une Marine Le Pen qui ne serait pas au second tour si elle n'était pas candidate? Mais bien sûr, 2027, c'est très très loin. On est sur une logique de temps long. Merci beaucoup Frédéric Deby pour cet éclairage, directeur général de l'opinion IFOP. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, une réaction au standard 0826 300 300 sur l'un de nos sujets du jour. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est la dernière ligne droite des vraies voix pour ce soir, bien sûr, parce que ça continue demain, lundi, mardi, mercredi. Bon, je ne vais pas vous les faire encore tous. Et encore. Encore avec et encore. Plus de champagne et de cacahuètes. Non, ce sera du mousseux la prochaine fois. Philippe Bilger est avec nous, Joseph Touvenel est avec nous, Tom Conan est avec nous, et une réaction au 0826 300 300. Et c'est Simon qui est avec nous et qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir à vous. Simplement, je voulais réagir effectivement sur cette réunion, qui était une réunion qui n'est juste une réunion de manipulation et non pas de dernière chance. On connaissait de toute façon l'issue, puisque je pense qu'elle avait à respecter les décisions du président de la République, qui n'a trouvé rien de mieux que, comme d'habitude, en loupé de temporalité, de s'échapper et de pouvoir suivre son école d'apprentissage pour la future présidence européenne, puisqu'il s'intéresse pas du tout à tous les problèmes qui se passent dans l'Hexagone et qui préfère de toute façon voir à l'international s'il peut essayer de retrouver un tout petit peu de crédibilité. Ça veut dire que pour vous, il enjambe déjà les 4 ans à venir pour son job futur, c'est ça? Voilà. De toute façon, maintenant, ça ne l'intéresse plus. Il a obtenu ce qu'il voulait obtenir, son deuxième mandat, parce que sans faire effectivement de campagne, il enjambe de toute façon tous les problèmes. Et comme ça avait été, moi, je l'avais déjà pensé, ça a été évoqué, on savait très bien qu'un deuxième mandat, ça serait nos limites pour lui. Et donc, il allait imposer pour essayer de marquer un peu l'histoire. Bon, il va marquer l'histoire, parce que sa manière de faire pour détruire la démocratie, il peut pas faire pire. Alors ça, c'est votre point de vue. Oui, mais c'est mon point de vue. Vous êtes un merveilleux exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon point de vue du procureur. Vous avez une hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron qui ne laisse place à aucune nuance, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas de l'hostilité, c'est simplement, moi je fais qu'un constat. Je fais un constat que de toute façon, non, mais on peut pas être en accord avec quelqu'un qui prend une décision personnelle en croyant qu'il a un quitus de 5 ans et qu'il doit faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Donc automatiquement, il ne respecte pas du tout de toute façon le peuple français. Voilà, et que c'est les intérêts qui l'animent, ce n'est pas d'essayer de gouverner tout le peuple français, mais c'est de faire plaisir à son échantillon d'électorat et puis essayer de faire plaisir à l'Europe. C'est tout. Simon, est-ce que vous n'êtes pas obligé de répondre? Est-ce que vous avez voté Emmanuel Macron? Non. D'accord. J'ai voté pour personne. Donc vous n'êtes pas déçu, c'est ça que je voulais savoir. Ah non, mais moi, je peux me regarder dans une glace parce que mon vote n'est pas allé sur ce personnage, puisque de toute façon l'offre électorale ne me correspondait pas. Donc, et je savais pertinemment déjà, parce qu'il l'avait prouvé dans son premier mandat, que le gouvernement, par l'angoisse, la peur, essayait toujours de passer pour celui qui va gérer le désordre, alors que c'est lui qui occasionne le chaos et la division, et ensuite il va occasionner l'abstention. Donc forcément, ça va être pire encore après qu'avant, quoi. Donc, merci en tout cas Simon pour votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Si vous avez envie bien sûr de témoigner, vous savez que cette émission et toutes les émissions de Sud Radio sont là pour
vous entendre et vous donner la parole. Merci beaucoup Philippe Bilger. Ça a été un plaisir. À demain. À demain. Au revoir Monsieur Joseph Touvenel. Merci beaucoup pour votre accueil. Très bientôt. Je rappelle le magazine Capital Social et vice versa avec Charlotte Dornéas en couverture. L'Affranchi, un très bon article aussi sur l'industrie française. Merci beaucoup Tom Conan. Merci. Je vous dis également à demain parce que je remplacerai Philippe Bilger. Voilà. Coup d'État, on dirait. Parce qu'en fait, hier, je regardais un film, quelqu'un disait il faut pas demander la place, il faut la prendre, donc je la prends. Voilà. Oui, et c'est pas demain la veille. Allez. Et puis, j'ai mes techniques. Regardez à quel point on a eu une atmosphère sereine et passionnante. Voilà, exactement. Tout de même. Et tout de même. Malgré la baffe que tu as reçue à la pause. Mais... Voilà, allez, à tout à l'heure. Dans un instant, on va revenir sur les vrais voies respectables. On va vous parler de ce plan la loi militaire. de programmation militaire. Voilà, oui, on va en parler mais on n'a pas le temps, donc restez avec nous. À tout de suite.